Dans cette vidéo, nous allons paramétrer Webpack pour prendre en charge le langage JSX de React. Je vais me positionner dans le fichier index.js ici et je vais remplacer cet appel ici du composant par son équivalent en JSX. Alors, je vais faire un petit peu de place pour mieux les distinguer après, puisque je vais les garder dans un premier temps pour faire des comparaisons. Donc je commente ici ce bloc de ligne et en dessous je vais rajouter l'équivalent en JSX comme ceci. Je sauvegarde le fichier, CTRL S. Alors bien sûr, on a ici un flot d'erreurs puisque forcément le code JSX n'est pas reconnu. C'est normal que ça se plante ici au niveau de Watch, mais c'est pas grave, on va le corriger. Donc maintenant, je bascule sur le fichier mycomponent.js et je vais remplacer ici cet appel de createElement qui retourne un élément H1 que je vais commenter par un autre petit bloc de code ici qui va utiliser du JSX. Et j'enregistre. Donc maintenant, nous avons tout notre code qui fait appel à du JSX et bien sûr, ça ne marche plus ici dans la compilation et je pense qu'au niveau du navigateur, pareil, c'est écran blanc. Donc maintenant, nous allons installer un module pour pouvoir gérer le JSX dans Webpack. Pour faire ceci, nous allons installer un nouveau loader dans le même esprit que précédemment pour interpréter le ES6 et le convertir en ES5. Nous allons installer un nouveau loader qui s'appelle @babel/preset-react. Nous pouvons aller faire un tour sur la page consacrée à ce loader, ici, sur le site babel.js.io, et nous avons ici les instructions pour l'installer. Donc il faut taper npm install safedev @babel-preset-react simplement. Donc je vais copier ici en cliquant sur ce lien la commande, comme ça m'évitera de la retaper. Je vais rebasculer dans l'éditeur. Alors ici, je vais lui clouer le bec là, puisque forcément il est perdu au niveau de la console puisqu'il ne connaît pas le JSX. Donc je vais interrompre le script ici et je vais installer donc Babel Preset React. Je lance l'installation. Maintenant, il est installé et je vais rajouter un paramétrage dans mon fichier webpack-config.js. Dans ce cas, la configuration va être assez simple. Il va suffire de rajouter une entrée à ce tableau. Alors pour améliorer la présentation, je vais faire un passage à la ligne, comme ceci. Comme ça, on verra mieux nos éléments. Et je vais simplement rajouter ici un deuxième élément. Alors pour gagner du temps, je vais dupliquer cette ligne, puisque l'orthographe est presque la même. Je n'oublie pas de rajouter la virgule entre les deux. Et donc je vais corriger le nom, c'est preset React. Ici, je mets le nom du preset, comme ceci. Donc là, ça veut dire qu'on rajoute à l'utilisation ce loader ici, toujours pour les fichiers JavaScript. On est dans la même règle, on rajoute un loader supplémentaire. J'enregistre le fichier. Maintenant, je vais pouvoir ici relancer npm start. Et logiquement, je n'ai plus de... Ah, qu'est-ce qu'il a? Apparemment, j'ai une erreur. J'ai une erreur... Ah oui, c'est le ici, apparemment j'ai un point virgule qui est superflu dans le fichier index.js. Donc je retourne ici. Oui, ici apparemment j'ai mis un point virgule qui n'avait pas lieu d'être, donc je le supprime. J'enregistre mon fichier. Il va recompiler ici et apparemment il me dit que tout va bien. Donc je repasse sur le navigateur et effectivement je vois que mon résultat s'affiche. Je vais ici modifier le titre qui s'affiche. Voilà, comme ceci, j'enregistre. Et si je rebascule sur le site, il m'a fait la correction. Donc, à partir de maintenant, on peut gérer le JSX correctement. Dans un contexte normal, nous pourrions en rester là au niveau de la configuration de preset React. Mais nous allons faire évoluer le projet vers WordPress. Et il faut savoir que WordPress, pour le développement des blocs Gutenberg, fournit sa propre version de React. Cela veut dire que lorsque nous développerons des blocs Gutenberg spécifiquement, nous pouvons lui demander d'utiliser les fonctions fournies par WordPress, et dans ce cas, nous pourrions carrément nous passer de l'installation de React. Pour mieux comprendre, nous allons retourner sur le site du preset, ici, et en descendant dans la page, au niveau de Usage, dans la rubrique Avec options, ici, on voit que nous pouvons rajouter des options à la déclaration du preset. Et parmi ces options, nous en avons deux qui vont nous intéresser.
c'est pragma et pragmafrag. Ces deux options vont désigner le nom de la fonction utilisée pour créer les éléments React. Donc la première, par défaut, ça sera react.createElement et la deuxième sera react.fragment. Donc ce sont les fonctions que nous utilisons par défaut, mais nous allons le signaler dans notre code. Et le jour où nous basculerons sur WordPress, nous pourrons changer le nom de la fonction et utiliser la fonction fournie par WordPress. Donc pour faire ceci, nous devons faire passer le nom du preset dans un tableau individuel, nous le voyons ici. Et à la suite du nom du preset, nous allons rajouter un objet JSON ici qui contiendra les éléments. Donc je retourne dans le code et nous allons faire cette modification. Je vais donc faire un petit peu de place pour qu'on y voit mieux. Donc ici je détache l'élément. Je vais donc devoir créer un nouveau tableau ici pour contenir mon preset avec ses options. Donc je crée le tableau. Je fais passer le preset à l'intérieur, comme ceci. Voilà, je vais le décaler peut-être pour qu'on le voit mieux. Et ensuite, je vais rajouter un objet JSON ici, à l'intérieur duquel je vais copier, bon j'ai préparé les deux lignes, voilà, comme ceci. Je vais enlever les lignes superflues, comme ceci. Alors si je récapitule, je vais faire un petit peu de place pour qu'on voit l'intégralité. Ici nous avons le tableau complet de la clé use. Ce tableau contient un objet correspondant à un loader. Le loader c'est Babel Loader. Ensuite ce loader il a des options ici représentées par un objet. Cet objet contient une clé presets qui lui-même est un tableau parce que j'ai deux presets. Le premier c'est Babel Preset Env et le deuxième c'est Babel Preset React. Et le deuxième preset, lui, comme il a des options, il doit être contenu dans un tableau qui est ici. Ce tableau contient le nom du preset, suivi d'un objet JSON qui contient les options, comme ceci. Je vais enlever cette ligne ici vide. Voilà comment ça marche. Je vais enregistrer le fichier, CTRL S. Je vais quand même aussi vérifier dans Package JSON qui m'a installé correctement le preset React. On avait pris l'habitude de le faire, on va continuer, donc il est bien ici. Et maintenant, je vais relancer. Je dois couper et relancer puisque j'ai modifié la configuration de Webpack. Donc je fais CTRL C, oui, et je relance npm start. Je croise les doigts, il n'y a pas d'erreur, et mon site s'affiche toujours correctement. Donc ça marche, et c'est un peu logique puisque je lui ai donné en fait les valeurs par défaut ici. React, createElement et React Fragment, ce sont les fonctions utilisées par défaut. Dans ce genre de situation, on fait quelque chose normalement qui correspond aux valeurs par défaut. Si on veut, on peut s'amuser à provoquer une erreur pour voir si le code qu'on a rajouté est vraiment opérant. Par exemple ici, je vais mettre 2. Donc la fonction createElement 2 n'existe pas. Je vais sauvegarder. Je vais couper ici le script. Je vais le relancer. Et forcément, alors j'attrape pas d'erreur, tiens, c'est bizarre, mais par contre, oui, ça marche pas au niveau du site, parce que forcément, il n'a pas trouvé la fonction createElement. Alors je dois quand même avoir une erreur dans la console, probablement. Voilà. Donc il n'a pas trouvé, enfin la fonction createElement 2 n'est pas une fonction. Donc quand le nom de la fonction est bon et que ça marche, ça veut dire que ce que j'ai fait ici, c'est correct. Bon, c'est une manière un peu détournée de contrôler ce que vous faites. Quand vous n'avez pas d'erreur, ça ne veut pas forcément dire que ce que vous avez fait est exact. Donc dans ce cas, ça marche. Donc je vais faire CTRL-C. Je vais relancer encore une fois. Et je vais revérifier que ça marche. Donc je vais peut-être recharger ici. Ah. Alors là, il y a une autre erreur. Tiens, c'est intéressant. Bon, pour l'instant, on va laisser cette erreur de côté. On la traitera plus tard. Puisque le problème, c'est que là, actuellement, il me donne des numéros de ligne qui correspondent au fichier final. Mais plus tard, on va installer des maps, ce qu'on appelle des maps, des outils pour cartographier les fichiers. Et lorsqu'on a une erreur comme ça, il nous donnera le numéro de ligne du fichier d'entrée. Et on le voit plus facilement. Alors pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ça ne nous gêne pas dans l'urgence. Et on va continuer quand même. On va parler brièvement des fragments. Quel est leur rôle?
Alors pour le comprendre, ici, je vais rajouter dans le return une deuxième ligne avec par exemple un paragraphe. Comme ceci. Alors là, il nous signale déjà le problème. Vous voyez qu'ici, j'ai un soulignement en rouge. Et si je vais dessus, il me dit les expressions JSX doivent avoir un élément par an. C'est le problème que je veux vous montrer. Donc je vais enregistrer ceci. Et là, forcément, il me sort une erreur. Et là, il me dit Adjacent JSX elements must be wrapped in an enclosing tag. On ne peut pas retourner plusieurs éléments. On doit retourner un seul élément. Alors ce qu'on fait d'habitude pour parer à cela, c'est d'encadrer nos deux éléments dans un div, par exemple, comme ceci. Donc je vais les faire passer à l'intérieur, comme ceci. Maintenant, je n'ai plus l'erreur ici, et si j'enregistre, je vois ici en bas que mon code se recompile correctement, et là j'ai l'affichage de mon résultat avec le paragraphe en dessous. Mais l'inconvénient de ceci, c'est que on est obligé d'ajouter un élément dans le markup, ici, dans l'HTML, un élément div qui sémantiquement n'a aucune valeur. Donc ça peut être contraignant. C'est pour ça qu'on a les fragments à notre disposition. Si on veut remplacer ici ce div par un élément HTML mais qui n'a aucune valeur sémantique et qui ne sera pas affiché, à ce moment-là, on le remplace par un fragment. Donc là, je vais ici sélectionner les deux occurrences du mot div et je vais remplacer par react.fragment. Comme ceci. J'enregistre, je vois qu'il n'y a pas d'erreur, je vais visionner le site, ça fonctionne toujours, et si je vais dans le markup ici, je vois que j'ai le H1 et le paragraphe, et je n'ai rien d'autre. Donc le code il n'est pas encombré par des éléments HTML qui ne sont pas sémantiques et qui ne respectent pas les règles du design web. Donc voilà à quoi servent les fragments. Et nous avons donc indiqué à Webpack que pour l'instant, pour créer les éléments, nous voulions exécuter la fonction de React ici. Et pour créer les fragments, nous voulions exécuter la fonction de React. Si nous voulons les changer plus tard pour utiliser les fonctions de WordPress, il suffira de remplacer ce nom. Et avec WordPress, je crois que c'est wp.element simplement. Bon, ça, on y viendra plus tard. Je vais revenir ici dans le fichier index.js, car l'erreur que nous avions ici au niveau de la console, en fait, elle est énorme. C'est que ici, quand j'ai fait mon copier-coller, j'ai recopié un autre appel de la fonction React DOM render, donc c'est faux. Ce qu'il faut que je fasse, c'est récupérer l'intérieur. Alors je vais cacher ça pour mieux y voir. Tout le contenu de l'appel de la fonction render est ici, c'est ça dont j'ai besoin. Donc je vais faire un CTRL-X pour le P. Je vais carrément supprimer ça. Et je vais le recoller ici. Voilà, donc là maintenant c'est plus cohérent. Je vais enregistrer. J'ai pas d'erreur. Je vais retourner sur le site et j'ai plus de message d'erreur dans la console. Donc voilà d'où venait mon erreur, c'était un copier-coller intempestif. Donc maintenant tout va bien, il n'y a pas d'erreur dans la console, l'application s'affiche correctement, on peut continuer. Cette vidéo est presque terminée. Dans la prochaine étape, nous allons faire un petit peu de refactoring de notre code pour mieux l'organiser. Mais avant de terminer cette vidéo, je voudrais revenir ici sur le site du preset. Et au niveau des options, ici nous sommes dans les options. Et si nous descendons, nous avons toute la liste des options ici. Et il y en a une que je vais rajouter qui s'appelle Development ici. On vous dit que l'option Development est une valeur booléenne qui est true ou false. Ça bascule le comportement et ceci nous permet d'avoir, en cas d'erreur, plus d'informations selon le cas. Donc je vais revenir dans le code, ici, et en dessous de pragma frag, je vais rajouter une clé, development, et pour l'instant je vais lui donner la valeur false. Et cette valeur, nous pourrons la changer à tout moment pour avoir des précisions supplémentaires en cas d'erreur ou de problème. J'enregistre le fichier. Je vais redémarrer une dernière fois puisque j'ai modifié quelque chose dans la config, donc je vérifie toujours en redémarrant que ça fonctionne. Car souvent, avec une ligne anodine comme ça, on peut introduire des erreurs qu'on voit bien plus tard. Donc là, j'ai pas d'erreur, ça se lance bien. Si je vais ici dans le site, ça se lance bien. Donc nous pouvons passer à la vidéo suivante.